Bonjour à tous, je me présente, je suis Franck Touret, enseignant de droit civil au sein de la prépa ISP et nous allons envisager, dans le cadre de cette vidéo, des éléments de correction à propos du cas pratique tel qu'il a été proposé cette année en 2024 au deuxième et troisième concours en droit civil pour le concours de la magistrature. L'objectif n'est pas dans le cadre de cette vidéo de vous fournir un corrigé détaillé que nous réservons pour nos étudiants. L'objectif, c'est plutôt de vous donner les pistes de réflexion et des réflexions surtout sur le cas pratique tel qu'il a été proposé. Alors, revenons d'abord sur cette édition du cas pratique 2024 en comparaison notamment des années précédentes. Nous avons changé de membre du jury cette année, ça s'est un petit peu ressenti dans le cadre du cas pratique. En effet, les thématiques abordées sont très différentes. Les années précédentes, alors certes, il y avait des éléments aussi en droit de la famille, mais c'était surtout avec une très forte dominante en droit des contrats notamment et en droit des contrats spéciaux, je pense tout particulièrement aux différents cas pratiques liés à la vente. Alors, cette année, en 2024, nous avons en revanche un cas pratique qui est plus axé sur le droit des personnes et de la famille, mais aussi sur le droit des obligations, et c'est assez classique pour l'ENM, également en matière de procédure civile. Alors, quelles sont les particularités de ce cas pratique ? Premièrement, c'est un sujet qui traite de nombreux aspects du programme. En effet, ici, le cas pratique mêle aussi bien le droit substantiel que le droit processuel. Ce qui est assez cohérent, je trouve, dans une matière telle que le droit des personnes et de la famille, où les deux sont très fortement liés. En effet, on retrouve très régulièrement des règles de procédure dans le code civil et on retrouve des règles également en la matière dans le code de procédure civile. Donc assez cohérent. On avait donc trois cas pratiques ici distincts. Un premier cas pratique qui envisageait de nombreux aspects. Tout d'abord liés au droit de la famille. On peut penser à des questions liées au divorce, par exemple, aux violences intrafamiliales, et aussi une question liée au changement de nom. Ensuite, on avait un cas pratique qui était extrêmement court sur du pur droit des obligations et notamment sur la matière délictuelle qui en soi ne présentait pas vraiment de difficultés. Enfin, nous avions un cas pratique extrêmement intéressant, j'ai trouvé, sur tout ce qui est filiation, mélangé également avec des règles de procédure et notamment sur des questions d'intérêt, de qualité à agir, mais aussi de prescription. Donc il était particulièrement intéressant. Ensuite, ce cas pratique était, on peut le dire, assez accessible. En effet, il n'y avait pas vraiment de piège, comme il y a pu y avoir les années précédentes, où on avait de véritables difficultés, notamment dans le cadre de la lecture juridique du cas pratique. On pouvait rencontrer des difficultés, des articulations de régimes juridiques. Je pense par exemple à celui de l'année dernière, où on avait une véritable difficulté entre le régime de la copropriété d'un côté et de l'autre, le régime des servitudes. Ici, on était plutôt sur un cas pratique, on va dire, un petit peu plus classique, et c'est en ce sens qu'il était extrêmement accessible. Ce sont clairement ici des questions qui ne nécessitaient pas vraiment d'articulation entre plusieurs régimes juridiques. Néanmoins, je trouve que le cas pratique était extrêmement long. Alors, non pas dans son énoncé. L'énoncé, allez, si on réduit un tout petit peu en enlevant les sauts de ligne, par exemple, on se retrouve avec un énoncé qui tient sur une page. Donc il n'était pas particulièrement long, l'énoncé en tant que tel, mais la résolution du cas pratique était extrêmement longue. En effet, ici, on avait finalement assez peu de faits, mais qui entraînaient, en revanche, beaucoup de questions ultérieurement. Il suffit de s'attacher au premier cas pratique sur 8 points, donc on avait le barème, 8 points, premier cas pratique, où on était dans une situation de violence intrafamiliale, et on nous posait de nombreuses questions qui pouvaient aller aussi bien du divorce des parents, ensuite des questions liées justement au logement, que faire dans le cadre du logement, ensuite d'envisager la question de l'autorité parentale également, puisqu'on nous précisait ici qu'il a une difficulté qui concernait les actes concernant l'enfant et le dire, et notamment le contrat de travail. Et ensuite, on avait une question, un stage en particulier, et on avait une question ensuite sur le nom de famille. Donc là, ça faisait déjà beaucoup d'aspects à envisager. Je reviendrai dessus parce que je pense que c'était
à mon avis, le piège principal de ce cas pratique, c'était justement de n'omettre aucune question. Bon, ensuite, sur 5 points, c'était pas ce qu'il y avait de plus difficile. On avait un cas de responsabilité délictuelle assez, on va dire, classique, assez simple à résoudre. Il n'y avait pas vraiment de difficulté. Et enfin, on avait une question, un troisième cas pratique, qui lui appelait de nombreuses difficultés, car c'était vraiment ici mêler le droit substantiel avec la procédure civile. Et ça amenait également à se poser pas mal de raisonnements. En effet, la question que l'on nous posait, c'était tout d'abord de s'attacher finalement à la procédure. Quel recours dispose-t-on à l'encontre d'une décision rejetant une action en contestation de paternité? Et donc, à travers les recours, il fallait ensuite envisager ici le droit substantiel, et notamment les questions ici liées au défendeur, à la représentation du défendeur, à la prescription de l'action également, et c'est là où on avait à mon sens un point assez technique à envisager. Finalement, c'était rien d'autre que d'envisager la solution au fond, c'est-à-dire ici, peut-on aller concrètement d'une certaine manière à l'encontre des lois, parce qu'ici, incontestablement, l'action est prescrite. Pouvait-on aller à l'encontre au regard de la vérité biologique, ici, et donc envisager la position de la Cour européenne des droits de l'homme, et notamment le contrôle de proportionnalité. Donc on voyait bien ici que le cas pratique n'était pas très long finalement dans son énoncé, mais les faits amenaient à chaque fois à de nombreuses questions. À mon avis, l'exemple type, c'est la deuxième partie du cas pratique. On voit que c'est extrêmement succinct. Les faits tiennent en 2 phrases. Néanmoins, derrière, il y avait de nombreux fondements que l'on pouvait envisager. Alors, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire dans le cadre de ce cas pratique ? Premièrement, et ça peut sembler une évidence, il ne fallait pas se précipiter dans la résolution. Je sais que l'épreuve peut paraître courte, 3 heures, mais il ne faut pas se précipiter. Il faut prendre son temps. Pourquoi ne pas se précipiter? Car ici, si on se précipite, je pense que l'on oublie certaines questions. L'exemple type de questions que l'on pouvait ici oublier, c'était notamment la question de l'absence de signature de contrat de travail par son père. Ici, c'était vraiment de ne rien omettre, aucune des difficultés. Ou même, lorsque l'on lit le dernier cas pratique, lorsque le tribunal déclare sa demande irrecevable, car elle n'a pas été intentée contre Marine, l'enfant, que cette dernière n'était pas représentée dans la procédure et que la juridiction considère que l'action est prescrite. Vous voyez, il y avait quand même de nombreux éléments de fait qu'il convenait de relever. Et là, c'est une particularité en réalité des cas pratiques ENM, c'est que tous les éléments de fait ont leur importance dans le cadre de la résolution. Donc, premier élément, c'était de ne pas finalement paniquer, de ne pas se précipiter, de ne pas se jeter dans la résolution, concrètement, sans savoir où aller. Et c'est un peu la conséquence finalement de ce que je suis en train de vous dire. Une des difficultés également, c'est de ne pas lire attentivement l'énoncé du cas pratique. En effet, à l'ISP, on a développé toute une méthode justement pour que nos étudiants puissent lire le cas pratique d'un point de vue tout d'abord factuel, ensuite à l'aune des faits, ensuite de lire le cas pratique sous un angle extrêmement juridique. Il va donc falloir qualifier juridiquement chaque élément de fait du cas pratique pour, en réalité, ça va être aussi simple que ça, constituer les majeurs et déterminer finalement les problèmes de droit. Et cette lecture factuelle que j'étais en train d'envisager vous permettra en réalité de développer ici les mineurs. Donc ça, c'était une des difficultés, c'était de ne pas lire attentivement et de ne pas prendre son temps. Finalement, les 2 éléments sont liés, de ne pas prendre son temps dans le cadre de la lecture de l'énoncé pour bien savoir derrière où aller. Car je vous le rappelle, tout simplement, il ne posait pas tant de difficultés, ce cas pratique, par rapport à d'autres années. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire, en revanche? C'est un peu la contrepartie de ce que j'étais en train de vous dire. Tout d'abord, premier élément, c'est une évidence, c'est lire attentivement l'énoncé. Et quand je dis de lire attentivement l'énoncé, c'est notamment, et ça on vous l'apprend à l'ISP notamment, ça va être de relever toutes les dates. C'est un élément. Premièrement, quand on vous met dans un cas pratique des dates, c'est qu'il peut y avoir des difficultés derrière, qui sont liées par exemple à des questions liées à la prescription, à des questions d'application de la loi dans le temps, ou même des questions éventuellement de péremption d'instance. Donc premièrement, il fallait vraiment lire attentivement l'énoncé pour ne rien omettre. Et ici, on pouvait constater déjà que l'enfant, Élodie par exemple, était encore mineur. Ce qui avait une incidence ici sur la procédure de changement de nom. Ensuite, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait des connaissances très transversales en la matière.
Je pense qu'ici, ils ont cherché à favoriser les étudiants qui avaient une vision, en tout cas, très générale, très large du programme, et non pas des spécialistes, soit de droit des contrats, soit de droit du délit, ou même de procédure civile. Il fallait avoir des connaissances, au contraire, dans tous les domaines, concrètement, aussi bien le droit de la famille, du droit des obligations et du droit de la procédure civile. En revanche, et c'est vrai, cette année, il n'était pas question, pour une fois, de droit des biens. Ensuite, et c'était encore une des difficultés, je pense, c'était de structurer la résolution. En effet, quand on voit le premier cas pratique, on a les faits tout d'abord, et ensuite on a toutes les questions qui nous sont posées, un peu dans le désordre, j'ai envie de dire. Et ici, on devait envisager notamment la question de la procédure, ensuite envisager d'une certaine manière les conséquences, à l'égard aussi de l'enfant, pour envisager à la fin la procédure de changement. Donc un des éléments clés ici, c'était vraiment la structure de la résolution du cas pratique pour que ce soit le plus clair dans un plan parfaitement structuré. Enfin, et c'est un peu la conséquence finalement de tout ce que je suis en train de vous dire, il faut également gérer son temps. J'insiste, le cas pratique n'était pas très long à la lecture, mais il était à mon sens très long à résoudre. Or, c'est un des critères de sélection à l'ENM, il faut bien évidemment achever son devoir. Sinon, c'est très simple, ça s'appelle un déni de justice. Donc ici, il fallait bien terminer le cas pratique et donc parfaitement gérer son temps. Pour vous aider justement dans le cadre de la gestion du temps, vous aviez un barème qui était donné. Et donc là, il ne s'agit pas non plus de partir trop rapidement et de dire « Bon, allez, on se lance, 8 points, je vais essayer de gratter le maximum de points », au risque de terminer en obtenant quasiment aucun point. Au contraire, le barème doit, c'est un des critères notamment, vous permettre d'élaborer un peu une stratégie dans le cadre de votre épreuve. Et donc ici, il fallait bien évidemment passer un tout petit peu plus de temps sur le premier cas pratique, le deuxième 5 points, moins de temps, et on va dire un tout petit peu entre les deux, mais plus proche du premier cas pratique, le dernier cas pratique. Envisageons maintenant des éléments de correction, je ne vais pas rentrer dans l'exploitation des faits, ni dans tous les fondements juridiques possibles à appliquer, je vous donne vraiment, c'est plutôt une trame générale de résolution du cas pratique. Alors, j'ai distingué entre les 3 cas pratiques. Nous allons commencer tout d'abord par la situation familiale d'Élodie. Bon, ici, c'était un enfant qui était né en 2008, dans le cadre d'un mariage. Ensuite, il perd son emploi et il commet des violences à l'égard de sa femme, c'est-à-dire des violences intrafamiliales. Elle quitte le domicile conjugal, mais elle est assez inquiète pour sa sécurité, car il la menace physiquement et moralement. Bon, incontestablement, il y a des violences intrafamiliales. Néanmoins, elle ne souhaite pas ici engager de poursuites pénales engagées contre lui. On verra que on pourrait envisager cet élément au titre de certaines conditions, ça pourrait avoir son importance. Elle voudrait cependant qu'il quitte le domicile conjugal. Elle est prof des écoles et elle souhaite engager une procédure de divorce, mais elle a peur de verser une prestation compensatoire. Alors ça, c'était un point que nous avions beaucoup travaillé avec nos étudiants, parce que ce n'était pas encore tombé dans le cadre de l'ENM, la prestation compensatoire, et en plus, le juge a un rôle extrêmement important en la matière. Donc, question assez classique dans le cadre des conséquences du divorce. Ensuite, on nous dit qu'il exige de voir sa fille et s'oppose à ce qu'elle abandonne ses études. Bref, il y a un conflit parental ici. Sa mère a cependant signé le contrat de travail d'Élodie pour un début d'activité du 2 avril. Ici, on nous précise exposer les solutions qui s'offrent à Élodie. Alors, l'idée ici, c'est finalement un peu de donner un conseil à Élodie. Néanmoins, et à Isabelle. Néanmoins, ici, il faut donner un conseil en adoptant la posture d'un juge, concrètement. C'est-à-dire que là, on vous donne ce dossier-là et il faut le traiter comme si vous étiez un juge. Donc, elle souhaite tout d'abord assurer la protection de sa fille et de la sienne, organiser la séparation, accomplir les actes concernant Élodie. Elle voudrait notamment savoir si la signature du contrat d'Élodie par son père ne pose pas de difficultés. Et elle voudrait enfin, Élodie, prendre le nom de sa mère. Donc, on va résoudre ici, tout d'abord, premier élément qu'il convenait d'envisager, c'est la question des violences intrafamiliales et notamment la protection. 2 dispositifs pouvaient être ici mobilisés, un en droit substantiel et un autre sur le terrain de la procédure. Tout d'abord, sur le terrain du droit substantiel, c'est tout le dispositif des articles 515-9 et suivants du Code civil.
Ensuite, sur le terrain de la procédure, il convenait d'envisager ici les différentes mesures qui pouvaient être prises dans le cadre de l'audience d'orientation et sur mesure provisoire, telle qu'elle existe désormais depuis la nouvelle procédure de divorce entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Une fois que l'on avait envisagé ces différentes mesures, alors attention, les mesures dans le cadre de l'audience d'orientation, précisons bien que c'est dans le cadre de la procédure de divorce. Ensuite, il convenait d'envisager concrètement le divorce et notamment la procédure de divorce, c'est-à-dire d'exposer très succinctement article 106 et suivant du Code de procédure civile, et là, on pouvait aussi l'envisager, l'audience d'orientation et sur mesure provisoire. Ensuite, on pouvait aborder la question du divorce. Bon, ici, pas de difficulté, c'est l'article 242 du Code civil que l'on pouvait mobiliser sans aucune difficulté. Le divorce pour faute, il ne serait pas contestable en l'espèce. Et enfin, il convenait d'envisager dans le cadre du divorce les conséquences du divorce, à savoir notamment tout ce qui concerne la prestation compensatoire, c'est-à-dire les articles 271 et suivants du Code civil. Et là, on n'avait clairement pas suffisamment d'éléments pour déterminer la prestation compensatoire. On nous précise simplement ici que Isabelle est professeure des écoles, c'est tout ce que l'on a la date du mariage, bref, on n'avait pas suffisamment. Il fallait donc ici envisager la prestation compensatoire un petit peu dans sa globalité, de l'octroi de la prestation compensatoire, en passant par la détermination de la disparité, et enfin en envisageant les éléments à prendre en considération pour l'évaluation du montant de la prestation compensatoire. Enfin, dernier point, c'était les actes relatifs à Élodie. Donc là, on pouvait envisager tout d'abord l'absence de signature, et notamment l'article 372 et suivant, enfin les articles plutôt 372 et suivant du Code civil. En gros, en ce qui concerne ici la question du stage de ce contrat de travail, c'est bon, ici Élodie, elle est presque majeure, donc ce qui implique l'accord ici seulement d'un seul des parents, pour justement dans l'idée l'insertion dans la vie professionnelle. On pouvait aussi envisager un petit peu largement, on va dire, toutes les conséquences du divorce et des violences intrafamiliales également au regard de l'autorité parentale, et notamment en ce qui concerne le retrait et la titularité de l'autorité parentale. Enfin, pour cette première partie du cas pratique, il convenait de s'attacher ici à la procédure de changement de nom sollicitée par Élodie. Et là, on voit qu'il est important de lire attentivement l'énoncé. En effet, si on lit un petit peu rapidement l'énoncé, on ne pourrait pas faire attention à ce que ce soit Élodie qui sollicite la procédure. Et on pourrait partir sur cette idée qu'il y a un conflit entre les parents, ici entre d'un côté Isabelle et Thomas, et donc ça relèverait ici d'un conflit dans le cadre de l'autorité parentale et donc de la compétence du juge aux affaires familiales. Mais ici, c'est Élodie qui sollicite la demande. Et donc il y a une multitude de procédures de changement de nom. Je pense par exemple à celle dans le cadre de la francisation d'un nom de famille, par exemple, ce qui n'était pas le cas ici, mais deux procédures ici pourraient tout à fait s'appliquer à l'égard d'Élodie. C'est tout d'abord la procédure simplifiée de changement de nom. Vérifions bien évidemment si les conditions sont remplies. Elle n'est pas majeure, donc elle ne pourrait pas en bénéficier. Et sinon, on pourrait envisager la procédure administrative, c'est-à-dire le changement de nom par décret, et dans ce cas-là, il faut justifier d'un intérêt légitime. Reste à déterminer maintenant si les violences intrafamiliales peuvent justifier ici un motif légitime de changement de nom. Envisageons maintenant le dommage causé par Élodie, donc l'enfant. Il y avait plusieurs fondements envisageables. En effet, on nous précise ici qu'elle a bousculé par inadvertance un représentant de croquette, qu'il a, en raison d'un sol mouillé, il a conservé des séquelles sur le plan cognitif. Typique de l'ENM, on nous précise quelles actions au pluriel le représentant peut-il engager. Donc ici, on avait plusieurs fondements qui pouvaient être mobilisés dans le cadre de la résolution. Premier fondement, c'est la responsabilité délictuelle d'Élodie, avec le triptyque classique, faute, préjudice, lien de causalité. Il suffit de vérifier en l'espèce si elles sont remplies. Toujours à l'égard d'Élodie, on pouvait envisager la responsabilité ici des pères et mères. Pareil, on vérifie que les conditions sont remplies. On insiste évidemment sur la jurisprudence extrêmement importante dans ce domaine-là, et on vérifie si c'est bien rempli. Ensuite, on pouvait envisager la responsabilité personnelle délictuelle de la clinique vétérinaire, sur le fondement de l'article 1240, faute, préjudice, lien de causalité.
Enfin, on pouvait s'attacher ici à la responsabilité du fait des choses de la clinique vétérinaire, en insistant sur l'article 1242 et la jurisprudence également en la matière, pour vérifier si les conditions sont remplies ou non. Envisageons maintenant la dernière partie de ce cas pratique qui était sur 7 points. Ici, c'est la situation de Marine. Alors, quelle était la situation? On avait un enfant, une petite fille, Marine, qui est née de Florence et Antoine, mariés ici, donc indication du nom de la mère dans l'acte de naissance, plus présomption de paternité, établissement du lien de filiation. Ici, le véritable père, visiblement n'était pas au courant de la situation, pas plus d'ailleurs que le père juridique ici, en l'occurrence, il ne savait visiblement pas, et ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y avait concrètement une possession d'État. Alors que celle-ci, elle est âgée de 11 ans, elle quitte son mari pour aller vivre cette fois avec Antoine. Et elle avoue qu'il est le père de Marine. Ensuite, on arrive, le couple souhaite désormais établir la vérité, il intente, donc c'est le prétendu père, ici, on va dire le père biologique, a priori, intente une action en contestation contre Jérôme. Et là, on a déjà la procédure qui est lancée, puisqu'on a même la décision de première instance. Le tribunal judiciaire de Bordeaux déclare la demande irrecevable, car elle n'a pas été intentée contre Marine, et que cette dernière n'était pas représentée dans la procédure. La juridiction considère en outre que l'action est prescrite. Et là, on arrive sur une question qui mêle à la fois aussi bien procédure, c'est un peu la difficulté, mais aussi droit substantiel en la matière. Tout d'abord, on nous précise ici qu'Antoine et Florence, les deux, souhaitent contester cette décision par tous les moyens. On veut dire qu'ils veulent aller jusqu'au bout, y compris une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme. Quelle juridiction devront-ils saisir? Bon, ici, on est vraiment à la frontière. L'idée, c'est quoi? C'est d'abord d'intenter un appel, extrêmement classique, puis un pourvoi en cassation. En raison de l'épuisement des voies de recours internes, il sera possible, cette fois, de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Ensuite, on nous précise, pourrait-il obtenir gain de cause au fond et faire modifier l'acte d'état civil de leur fille? Et c'est là où, à mon sens, le cas pratique est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'ici, il fallait reprendre en fait toutes les difficultés. Tout d'abord, le défendeur à l'action, l'enfant. Ici, il s'agit d'une action en contestation de paternité, donc l'action est dirigée contre le prétendu parent, contre le parent juridique ici. J'ai mis prétendu dans le sens où on ne sait pas d'un point de vue biologique. Donc ici, contre le parent juridique. Ensuite, on nous précise qu'il n'y a pas eu en plus de représentation. Elle est mineure ici, donc elle doit être représentée dans le cadre de l'action en justice. C'est la fameuse distinction entre la représentation ad agendum et ad litem, représentation ici par le ministère d'avocats notamment. Ensuite, il était ici question de prescription, puisque c'est très clair, on a un lien de filiation qui est établi à la naissance, indication du nom de la mère, plus présomption de paternité, même si c'est pas dit exactement, on nous précise ici dans l'énoncé que l'enfant comme père dans la déclaration de naissance, c'est en réalité l'application de la présomption de paternité. Donc, indication du nom de la mère plus présomption de paternité, plus ici, puisqu'il était dans l'ignorance, il l'a élevé comme sa fille, application également de la possession d'État. Donc là, on a un titre qui est corroboré par une possession d'État supérieure ici à 5 ans. Donc, dans cette hypothèse-là, normalement, afin justement d'assurer la stabilité des familles, a priori, il n'est pas possible de pouvoir remettre en cause ce lien de filiation qui, d'un point de vue légal, est solidement établi. Néanmoins, ici, il fallait envisager justement la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur cette question-là, et notamment la règle Mandé contre France, et d'une certaine manière aussi la transposition, l'application par la Cour de cassation à travers le contrôle de proportionnalité en la matière. Et c'est toute la question qui est derrière, c'est de savoir est-ce qu'il est de l'intérêt de l'enfant de connaître sa vérité biologique, mais aussi est-ce qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de maintenir un lien de filiation avec ici le père initial, le père juridique avec qui il l'a élevé durant 11 ans. En conclusion, que retenir de ce cas pratique? Il s'agissait d'un cas pratique, somme toute classique, mais long à résoudre. Aussi, comme pour tous les cas pratiques ENM, mais pour tous les cas pratiques, en réalité, il faut évidemment des connaissances, et là on voit bien qu'il fallait des connaissances très transversales, aussi bien en droit substantiel qu'en droit processuel.
C'est quasiment constant dans la première et la dernière partie du cas pratique qu'on fait un va-et-vient entre ces deux aspects. Et surtout, il fallait de la méthode. De la méthode aussi bien dans la lecture de l'énoncé, mais de la méthode également dans le cadre de la résolution du cas pratique. J'en ai terminé donc avec ces éléments de correction pour ce cas pratique, proposés au deuxième et troisième concours, qui auraient très bien pu d'ailleurs être proposés également aux étudiants du premier concours. Je vous souhaite à tous bon courage dans le cadre de votre préparation. Au revoir.